Salam alaikum. On commence la vascularisation artérielle du membre inférieur. Alors, la vascularisation artérielle du membre inférieur, elle provient par origine de l'aorte, comme pour la vascularisation de tout le corps humain. L'aorte, dont on a déjà vu, c'est la plus grosse artère du corps humain qui assure la vascularisation artérielle de tout le corps, divisée en trois parties. La crosse de l'aorte, dont on a déjà vu, qui assure la vascularisation de la tête et le cou et le membre supérieur. Puis vient l'aorte thoracique pour la vascularisation du thorax. Une fois l'aorte traverse le diaphragme, elle porte le nom d'aorte abdominale. L'aorte abdominale, donc, c'est pour la vascularisation de l'abdomen par ses branches collatérales. Et par ses branches terminales, elle assure la vascularisation du pelvis et du membre inférieur. Elle se termine en regard de L4 en donnant les deux artères iliaques communes. Les artères iliaques communes, ils vont se diviser en deux branches. Chaque artère iliaque commune va donner une iliaque interne et une iliaque externe. L'iliaque interne, elle se dirige vers le dedans pour vasculariser les organes du pelvis, alors que l'iliaque externe, elle se dirige en dehors pour être à l'origine de l'axe artériel principal du membre inférieur. Alors, la vascularisation du membre inférieur, donc, elle est assurée par l'axe artériel formé de l'iliaque externe qui va donner la fémorale, puis la poplitée, puis les artères de la jambe, troisième segment, le quatrième, c'est les artères du pied, et par des branches qui proviennent de l'iliaque interne, puisque l'iliaque interne, elle est destinée pour le petit bassin, mais elle va donner des branches pour la région glutéale, la hanche, la région fessière. Alors, l'iliaque interne, donc, c'est la branche interne de l'iliaque commune, branche terminale interne de l'iliaque commune. Elle va se diviser en deux troncs, antérieur et postérieur. Elle va donner plusieurs branches de deux types. Branche viscérale pour les viscères du pelvis et branche pariétale. Parmi les branches pariétales, 4 nous intéressent puisqu'ils assurent la vascularisation d'une partie de la région glutéale, une partie du membre inférieur. Parmi ces branches collatérales, la première, c'est, regardez le numéro 11, c'est la glutéale supérieure. La glutéale supérieure, elle va sortir, elle naît du tronc postérieur. Elle va sortir du bassin par la grande ouverture sciatique juste au-dessus du muscle pyramidal. Donc, juste elle sort, elle va se trouver où? Dans la région, au contact du pelvis trochanterien, dans la région fessière. Elle va se distribuer dans la région glutéale. Ça, c'est la première branche pariétale. La deuxième branche pariétale, les trois autres, ça provient du tronc antérieur. Alors, la deuxième branche pariétale qui nous intéresse, c'est la glutéale inférieure. La glutéale inférieure, elle va sortir toujours par la grande ouverture sciatique, sous le pyramidal. Et une fois elle sort, elle va se distribuer pour la région glutéale et la partie supérieure de la cuisse. Alors, la troisième branche, c'est la honteuse interne, ou bien la pudendale interne. Alors, elle va sortir par la grande ouverture sciatique, elle contourne l'épine sciatique pour pénétrer par la petite ouverture sciatique et revenir en intrapelvien. Donc, elle a un court trajet extrapelvien dans la région glutéale, c'est là où elle va donner des rameaux pour les muscles glutéaux. La quatrième branche, ça c'est le numéro 2, c'est l'artère obturatrice. L'artère obturatrice, elle naît de tronc antérieur de l'iliaque interne, elle se dirige en avant contre le muscle obturateur interne vers le canal, ce qu'on appelle le canal sous-pubien, ou bien le canal obturateur. Et une fois elle sort du canal, elle se trouve dans la région, on regarde juste en avant de l'obturateur externe. Elle va se distribuer pour cette région-là. Elle va donner des rameaux articulaires pour l'articulation coxo-fémorale et pour les muscles adducteurs. Donc, pour la partie supérieure de la cuisse. Alors ça, c'est les 4 branches iliaques internes qui participent à vasculariser la partie supérieure du membre. Le premier segment du membre supérieur, c'est la glutéale supérieure, glutéale inférieure, la pudendale interne et l'obturatrice. Alors que l'axe principal, il va faire suite à l'artère iliaque externe. L'iliaque externe, donc, elle continue le trajet de l'iliaque commune tout au long de la ligne arquée pour passer sous le ligament inguinal. Le ligament inguinal, c'est un ligament fibreux tendu de l'épine iliaque antéro-supérieure jusqu'à l'épine du pubis. C'est là où elle se termine pour se poursuivre par l'artère fémorale.
Alors, au cours de son trajet, elle ne va pas donner beaucoup de branches, elle donne seulement, juste avant sa terminaison, deux artères pariétales pour la paroi abdominale. C'est l'artère épigastrique inférieure et l'artère iliaque, circonflexe iliaque profonde. Ces deux artères, ils vont se distribuer pour la paroi abdominale. Et elle va donner origine au premier segment de l'axe artériel qui est l'artère fémorale. Alors, on va commencer avec le premier segment, l'artère fémorale. L'artère fémorale, donc, c'est le premier segment de l'axe artériel du membre supérieur, de son origine jusqu'à sa terminaison. Donc, elle est antéromédiale, destinée au niveau de la cuisse, destinée pour la vascularisation de la cuisse, et elle se poursuit en donnant l'artère de la jambe. Elle se poursuit en donnant l'artère de la jambe. Son origine, elle fait suite à l'artère, c'est la branche terminale de l'artère iliaque externe, en regard du milieu de ligament inguinal. Son trajet, elle est d'abord en avant de l'articulation coxo-fémorale, elle se projette en avant de la tête fémorale. Donc elle est superficielle, elle va traverser, on en distingue au cours de son trajet, deux régions topographiques. La première partie, c'est le trigone fémoral, ce qu'on appelait anciennement le triangle du Scarpa. Puis elle va passer dans un canal qu'on appelle le canal des adducteurs, dans la loge, dans la partie antéromédiale de la cuisse, pour se terminer en regard. Sa terminaison, ça se fait en regard de l'anneau de l'adducteur, l'hiatus de l'adducteur, l'anneau du troisième adducteur, du grand adducteur, en se poursuivant, en se terminant par l'artère poplitée. Alors, on va voir ces rapports. Ces rapports, c'est au cours de son origine, à son origine et au cours de son trajet. À l'origine, on a dit, son origine, ça se fait au milieu du ligament inguinal, dans un orifice bien délimité qu'on appelle l'anneau crural. L'anneau crural, l'anneau inguinal, bien l'anneau fémoral. Alors, cet anneau, c'est quoi? C'est un anneau osteo-fibreux, limité par, regardez, en arrière, ça repose sur le bord antérieur de l'os coxal, qui commence de l'épine iliaque antéro-supérieure jusqu'à l'épine du pubis. Cet orifice, il est fermé en avant par le ligament inguinal. Du ligament inguinal jusqu'au bosse, la bosse iliopubienne, il y a une bandelette fibreuse qui va diviser cet orifice en deux parties. On l'appelle la bandelette iliopectinée. La bandelette iliopectinée va diviser cet anneau en deux compartiments. En dehors, on l'appelle le compartiment musculaire. Le compartiment musculaire, ce compartiment, il est traversé par le muscle iliopsoas, sur lequel repose le nerf fémoral, branche terminale du plexus lombaire. Ça, c'est le compartiment musculaire. Le compartiment en dedans, c'est le compartiment vasculaire, ou bien lacune vasculaire. La lacune vasculaire, elle est traversée par les vaisseaux fémoraux, et donc elle contient de dehors en dedans, on a l'artère fémorale, la veine fémorale et les lymphatiques, les ganglions lymphatiques fémoraux profonds. Cette lacune vasculaire, elle est limitée en dedans par le ligament lacunaire. Le ligament lacunaire qui est tendu c'est un ligament tendu le ligament inguinal vers le pectin du pubis, le ligament lacunaire. Donc, ça, c'est les limites du canal, ou bien de l'anneau inguinal. L'anneau inguinal qui est divisé en deux lacunes. Alors, si on veut parler des rapports de l'artère fémorale dans l'anneau inguinal, il est évident d'après l'image. Qu'est-ce qu'on dit? L'artère fémorale, elle traverse la lacune vasculaire de l'anneau inguinal. Elle est en rapport avec, si on divise, on a les deux types de rapports. Le rapport musculaire poneurotique et vasculo-nerveux, mais on ne va pas détailler. L'essentiel, elle est en rapport avec quoi? En arrière, c'est le bord antérieur de l'os coxal. En avant, le ligament inguinal. En dedans, c'est la bandelette iliopectinée qui la sépare de la lacune musculaire où se trouve le muscle iliopsoas et le nerf fémoral. En dehors d'elle, on a le reste des éléments du paquet vasculo-nerveux. On a la veine fémorale et on a les lymphatiques, plutôt en dedans d'elle, et non pas en dehors. Je m'excuse, en dedans d'elle, c'est la veine fémorale.
Et les lymphatiques, et plus en dedans, c'est le ligament lacunaire qui limite en dedans la lacune vasculaire. Ça, c'est les rapports à l'origine. Alors, on a déjà parlé de ça, donc on a le ligament inguinal, en dehors la bande d'héliopyctine, en dedans le ligament lacunaire, et en arrière, c'est le muscle pectiné qui s'insère sur le pectin, la branche horizontale du pubis. Donc, on a en dedans la veine et les ganglions lymphatiques. Le ganglion le plus haut situé, on l'appelle le ganglion de Cloquet. Et plus en dehors, c'est la lacune musculaire. Alors, à son origine, elle descend donc presque verticalement. Elle va traverser une première région qu'on appelle le trigone fémoral, anciennement le triangle du Scarpa. Alors, si on veut définir, le trigone fémoral, c'est quoi? C'est une région topographique antéromédiale en regard de l'articulation coxofémorale. C'est la partie médiale de la région inguino-crurale. C'est quoi la région inguino-crurale? C'est l'ensemble des parties molles situées en avant de l'articulation de la hanche. Alors, ça commence de ligament inguinal jusqu'à ce niveau-là, le croisement du long adducteur et de sartorius. C'est ça, la région, tout ça, c'est la région inguino-crurale. Cette région, elle est divisée par le sartorius en deux triangles, un triangle médial et un triangle latéral. Alors, le triangle qui nous intéresse, nous, c'est le triangle médial. Donc, le triangle du Scarpa, c'est la partie médiale de la région inguino-crurale. La partie médiale de la région inguino-crurale. Alors, ce triangle, il est limité. Il est limité par, comme vous le voyez ici, en dehors, on a le sartorius. La limite latérale en sartorius et la limite médiale, c'est le long adducteur. Et en haut, c'est le ligament inguinal. Le ligament inguinal. Alors ça, c'est les parois du triangle. Ce triangle, donc, il a les trois limites qui forment les parois. Et le fond du triangle, en arrière, là, juste en arrière des vaisseaux et des nerfs, c'est le plancher. On appelle le plancher du trigone fémoral. Le plancher du trigone fémoral, il est formé par deux muscles. On a ça sur lequel repose le nerf fémoral, c'est le psoas iliaque. Et en dedans du psoas, c'est le pectiné. C'est le pectiné. Le fond du trigone fémoral, il est formé par le pectiné. Le pectiné et le psoas iliaque. C'est le plancher ou bien le fond ou bien la paroi postérieure du trigone fémoral. La paroi antérieure ou bien superficielle ou bien le toit du trigone fémoral, il est aponevrotique. Alors imaginez, on a le fascia fémoral fémoral superficiel qui couvre tous les muscles de la cuisse. On regarde le sartorius, ce fascia, il va se dédoubler pour engainer le sartorius. Avec le bord latéral médial du sartorius, ce fascia, il va se diviser en deux feuillets. Un feuillet qui va couvrir les muscles en avant des vaisseaux plutôt fémoraux et un autre feuillet qui va passer sous les vaisseaux fémoraux qui va engainer, qui va couvrir le psoas et le pectiné. Alors, le toit, en réalité, le toit du trigone fémoral, c'est le feuillet superficiel du fascia fémoral qui s'étend du sartorius jusqu'au long adducteur. Ce feuillet superficiel, tellement il est perforé il est criblé par les éléments superficiels qui deviennent profonds, bien les éléments profonds vasculo-nerveux qui sont profonds et vont devenir superficiels, on l'appelle le fascia criblé ou bien fascia cribliformis. C'est le feuillet superficiel du fascia lata. Ce segment il est étendu du sartorius jusqu'au long adducteur. Ça, c'est les limites du trigone fémoral. Les limites du trigone fémoral. Donc, il est limité, je reprends. C'est les rapports de l'artère fémorale, si on veut parler des rapports de l'artère fémorale. Donc, l'artère fémorale, elle est en rapport. En dehors, avec la limite latérale, le sartorius. En dedans, c'est le long adducteur. En arrière, elle repose sur le plancher du trigone fémoral formé par l'iliopsoas et le pectiné. En avant, elle est en rapport avec le fascia criblé, bien cribliformis, qui est, ce fascia, c'est le feuillet superficiel du fascia lata, du fascia fémoral. Ça, c'est les rapports musculo-aponevrotiques de l'artère fémorale au niveau du trigone
fémorale. Alors, cette image, c'est une image de dissection qui nous montre, ça c'est le côté gauche, où on a le psoas-iliaque sur lequel repose le nerf fémoral. Le nerf fémoral, comme vous voyez déjà, il est divisé. C'est les 4 branches de division du nerf fémoral. Il est très court, rapidement il se divise. C'est l'élément le plus latéral, puis vient l'artère fémorale, qui va donner, regardez à ce niveau-là, vous voyez, c'est l'artère fémorale profonde. Et l'élément le plus médial, c'est la veine fémorale. Elle est en dedans. Alors, normalement ici, ça c'est le long adducteur. Juste en arrière de l'artère et de la veine se trouve le pectiné. Alors, les rapports au niveau du trigon fémoral, c'est les rapports pariétaux, c'est les limites du trigon fémoral, déjà cité. Et comme vous voyez en avant, l'artère elle est couverte par le fascia criblé, donc elle est superficielle, elle est palpable. C'est à ce niveau-là qu'on palpe le pouls fémoral. C'est juste sous la ligne inguinale. On palpe le pouls fémoral. Les rapports vasculo-nerveux, c'est les rapports avec les éléments qui l'accompagnent. Donc, on a l'artère. En dehors d'elle, c'est le nerf fémoral qui se divise rapidement, donc avec le nerf fémoral et ses branches terminales. En dedans d'elle, c'est l'artère, plutôt la veine fémorale qui reçoit à ce niveau-là la grande veine saphène, une veine superficielle qui va devenir profonde. On appelle la grande veine saphène. Elle se termine au niveau du trigon fémoral. Elle va perforer le fascia criblé. Déjà, son orifice est l'orifice le plus volumineux, le plus grand par rapport au reste des orifices. Elle forme une crosse et se termine au niveau de la veine fémorale. Ça, c'est au niveau du trigon fémoral. Le deuxième segment, une fois elle va partir du trigon fémoral, elle va passer dans un canal qu'on appelle le canal des adducteurs. Le canal des adducteurs, donc, c'est la partie antéromédiale de la cuisse où l'artère, elle est toujours accompagnée par sa veine. Elle est, comme vous voyez ici, elle est juste en arrière du vaste médial. Elle est juste en arrière du vaste médial. Elle est médiale, en arrière du quadriceps, précisément en arrière du vaste médial. Et elle est placée en avant, donc en arrière, la limite postérieure du canal des adducteurs, bien le canal venter, c'est les adducteurs. Les adducteurs, précisément, elle est en rapport avec le long adducteur, puis avec le grand adducteur. Le court et le haut situé. Elle est en rapport avec le long adducteur en arrière, puis le grand adducteur. Et en dehors, la limite latérale du canal des adducteurs, c'est un feuillet aponeurotique qu'on appelle le fascia subsartoriel. Ce fascia, ça s'étend entre le vaste médial et le grand adducteur subsartoriel, puisque c'est en rapport, c'est juste sous le sartorius. C'est juste sous le sartorius. Je m'excuse. Alors, ça, c'est les limites du canal des adducteurs et c'est les rapports de l'artère fémorale dans le canal des adducteurs. Alors, elle va passer, l'artère fémorale du canal des adducteurs, elle va passer derrière le vaste médial, en avant des adducteurs et en dedans. En dedans du sartorius. En dedans du sartorius et surtout en dedans du fascia subsartoriel. À ce niveau-là, elle est accompagnée par quoi? Elle est accompagnée par sa veine satellite, la veine fémorale, et par le nerf saphène, branche terminale du nerf fémoral. Nerf saphène, il va accompagner l'artère fémorale au cours de son trajet dans le canal des adducteurs. Alors, à sa terminaison, elle se termine au niveau de l'hiatus du grand adducteur. L'hiatus du grand adducteur, c'est un orifice osseo-fibreux limité par le fémur en dehors. En dedans, c'est un orifice fibreux limité par le faisceau moyen et le faisceau inférieur du grand adducteur. Toujours, elle est accompagnée par sa veine satellite qui est en arrière. Elle est postérolatérale à ce niveau-là. Elle est postérolatérale en arrière et en dehors de l'artère. La veine saphène qui l'accompagne dans le canal des adducteurs, à ce niveau-là, elle est absente. Pourquoi? Puisqu'elle devient superficielle. C'est une veine, plutôt le nerf saphène. Le nerf saphène qui accompagne l'artère dans le canal des adducteurs, et il va devenir superficiel. Donc, il ne va pas traverser le canal des adducteurs. Déjà, au niveau du genou, il est superficiel. Il est superficiel. Alors, c'est à ce niveau-là qu'elle se termine pour donner l'artère poplitée.
Pour ces branches collatérales, elle va donner plusieurs branches collatérales. Mais si vous voyez, la branche la plus importante, c'est l'artère fémorale profonde. Le reste des branches collatérales, les 4 premières branches collatérales, c'est des branches pour la paroi abdominale. C'est des artères superficielles destinées pour superficielle, c'est-à-dire c'est pour la peau. La première branche, elle va donner l'épigastrique superficielle et l'artère circonflexe iliaque superficielle qui vont se diriger directement vers le haut, vers la paroi abdominale, vers le haut jusqu'à l'ombilic, dans le plan sous-cutané pour arriver jusqu'à l'ombilic. Et les deux autres artères, c'est les artères pédondales externes. Honteuses externes ou bien pédondales externes, supérieures et inférieures, qui vont devenir, ces 4 branches vont perforer le fascia cribriformis. Les pédondales, ils vont se diriger vers la peau de la région pubienne et la peau des organes génitaux externes, pour vasculariser la peau des organes génitaux externes. Ça, c'est les 4 premières branches. La dernière branche qu'elle va donner, les 4 premières branches, c'est pour la paroi abdominale. La dernière branche, c'est l'artère descendante du genou, bien l'artère articulaire du genou. Donc, elle est destinée pour le genou, c'est pas pour la cuisse. Elle descend en avant vers l'articulation du genou, elle va donner plusieurs rameaux, se divise en 2, une artère profonde, une branche profonde articulaire pour l'articulation et une branche superficielle satellite du nerf saphin. L'essentiel, au cours de son trajet, l'artère fémorale, elle ne donne aucune artère pour la cuisse. Pourquoi? Puisque c'est l'artère fémorale profonde, une branche collatérale, c'est elle qui va assurer la vascularisation de la cuisse, les différentes loges de la cuisse. Alors, l'artère fémorale profonde, c'est la branche collatérale la plus volumineuse de l'artère fémorale qui assure la vascularisation de la cuisse. Elle naît de la face postérieure de l'artère sous 4 cm au-dessus du ligament inguinal. Donc, elle se dirige en bas et en dedans. Elle va passer entre le pectiné et le long adducteur pour descendre dans la loge des adducteurs. Elle est placée en avant du grand adducteur. Du grand adducteur. Donc, sa terminaison, elle va se terminer en perforant le faisceau moyen du grand adducteur, juste au-dessous de l'hiatus, le grand adducteur. Elle se termine en perforant ce faisceau et en donnant une artère, la 4e perforante. La 3e, bien parfois, elle arrive jusqu'à la 4e perforante. Elle va perforer, elle se termine en perforant le grand adducteur dans la loge postérieure. C'est là où elle se termine. Alors, qu'est-ce qu'elle va donner comme branche collatérale? Les branches qui vont assurer la vascularisation de la cuisse. Alors, elle va donner la branche médiale, la circonflexe médiale ou bien la circonflexe postérieure qui va contourner l'extrémité proximale du fémur par en arrière. Et elle donne la circonflexe antérieure ou bien latérale qui va contourner l'extrémité par en avant. Les 2 circonflexes ils vont s'anastomoser. En plus, la postérieure, elle va s'anastomoser avec les artères glutéales inférieures déjà citées, les artères de la région glutéale. Donc, ça c'est pour et il participe à vasculariser l'articulation coxo-fémorale. La deuxième branche, c'est l'artère du quadriceps. L'artère du quadriceps. La 3e branche collatérale, c'est l'artère du quadriceps. L'artère du quadriceps qui va assurer la vascularisation de la loge antérieure. Alors, une fois elle traverse la loge des adducteurs, elle va donner les perforantes. Les perforantes, en classique, sont en nombre de 3. Première, 2e, 3e perforante qui vont perforer le plan des adducteurs. Ça va pas traverser le plan des adducteurs pour arriver dans la loge postérieure. Perfore le grand adducteur pour se terminer dans la loge des adducteurs. La dernière perforante, c'est la branche terminale. La 4e perforante, c'est la branche terminale. Parfois, on a 4, parfois, on a 3 perforantes. Ça, c'est pour Alors, on a les circonflexes qui vont vasculariser la loge, l'articulation, l'extrémité proximale de l'articulation de la hanche.
l'artère du quadriceps qui va vasculariser la loge antérieure. Les perforantes, l'artère fémorale elle-même et les perforantes vont donner des rameaux pour la loge médiale. Et en perforant, les adducteurs arrivent dans la loge postérieure, elles vont donner des rameaux pour les ischio-jambiers. Et on a terminé avec l'artère fémorale. Alors, si vous voyez, pour l'artère fémorale, la division qu'on a vue, l'artère fémorale, qui commence de ligament inguinal jusqu'à l'anneau des adducteurs, et elle va donner la fémorale profonde comme branche collatérale. Il y a une autre division qu'il convient de connaître. Regardez ce premier segment jusqu'à l'origine de l'artère fémorale, on l'appelle la fémorale commune. Ça, c'est une autre division. Vous retenez celle-là, mais c'est bien de connaître l'autre division. La fémorale commune qui se termine 4 cm au-dessous de ligament inguinal en donnant 2 branches terminales. La fémorale profonde et le reste de l'artère fémorale que j'ai cité dans le canal des adducteurs, on l'appelle la fémorale superficielle. Alors, la fémorale superficielle, on dit c'est un tronc de passage au niveau de la cuisse, destinée, elle va se poursuivre par l'artère poplitée. Donc, elle est destinée pour la vascularisation du genou et la jambe, le reste du membre. Alors que la fémorale profonde, on dit, c'est la branche terminale de la fémorale commune, c'est l'artère nourricière de la cuisse. C'est l'artère nourricière de la cuisse. La fémorale commune, elle va donner les 4 branches superficielles digestiques qui sont destinées pour la paroi abdominale. Ça, c'est une autre division. On parle de ce qu'on appelle de tripied. Tripied fémoral, formé par la fémorale commune, fémorale profonde et fémorale superficielle. Ça, c'est une autre division que vous pouvez trouver dans d'autres livres. Alors, deuxième segment de l'axe artériel du membre inférieur, c'est l'artère poplitée, destinée pour la vascularisation du genou. C'est la branche terminale de l'artère fémorale. Ça va traverser la région poplitée, une région qu'on appelle le creux poplité, pour se terminer en regard, creux poplité ou bien la fosse poplitée, pour se terminer en regard de l'arcade fibreuse du sciatique, en donnant ces 2 branches terminales qui sont la tibiale antérieure et le tronc tibio-fibulaire. Alors, ce rapport, c'est évident, donc elle est en rapport avec les limites du trigone fémoral. Les limites du creux poplité. Alors en avant, elle repose avec le plancher, elle repose sur le plancher du creux poplité, formé par, regardez, de son origine, on regarde l'anneau des adducteurs, elle va traverser la surface poplitée du fémur, c'est la surface entre les 2 branches de bifurcation de l'anine âpre. Elle va passer puis en avant de l'articulation coxo-fémorale à l'articulation du genou, c'est pas ce qui m'arrive. Donc, elle va passer en arrière du genou. Elle repose aussi sur le muscle poplité jusqu'à sa terminaison. Donc, d'haut en bas, en avant, elle est en rapport avec la surface poplitée, le plan fibre postérieur de l'articulation du genou, puis le muscle poplité. Ça, c'est le fond du creux poplité. Alors, en dedans, elle est en rapport avec, en haut, c'est le semi-tendineux et le semi-membraneux, et en bas, c'est le biceps fémoral. Ça, c'est les limites, on peut dire, médiales du losange. Et en dehors, elle est en rapport en haut avec le biceps, et en bas avec le gastrocnémien latéral. Alors, si on veut limiter le losange, on a 2 triangles à base opposée. Le triangle supérieur du creux poplité, dedans, c'est le semi-tendineux et le semi-membraneux, et en dehors, c'est le biceps. C'est les ischio-jambiers qui s'écartent. En bas, le triangle inférieur du losange, c'est les 2 gastrocnémiens. Les 2 gastrocnémiens, ou bien les 2 jumeaux. Ça, c'est pour En arrière, ce creux poplité, ou bien le rapport postérieur de l'artère poplitée, c'est la même chose, c'est le fascia poplité qui va couvrir cette région. Alors, l'artère poplitée à ce niveau-là, elle est superficielle puisqu'elle est couverte en arrière seulement par le fascia poplité. Ça, c'est les rapports pariétaux. Les rapports vasculo-nerveux, en traversant le creux poplité, l'artère poplitée, c'est l'élément le plus profond.
c'est le plus antérieur. Elle est en avant et en arrière d'elle se place le reste des éléments. Donc, on a la veine poplitée, elle accompagne le nerf. Elle accompagne le nerf jusqu'à de l'origine jusqu'à la terminaison. Elle est postérieure. Elle est postéro-latérale, puis elle devient postéro-médiale. À ce niveau-là, elle va recevoir une veine superficielle, c'est la petite veine saphène. La petite veine saphène, elle est superficielle. On a la grande veine saphène qui se termine dans la veine fémorale. La petite veine saphène, elle se termine dans la veine poplitée. C'est pour ça qu'on les appelle petites et grandes. La petite a un trajet court, se termine au niveau du genou, alors que la grande, son trajet est plus long, se termine au niveau du triangle fémoral. Donc, c'est à ce niveau-là que se termine la veine, la petite veine saphène. Alors, le dernier élément qui est le plus postérieur, c'est l'élément nerveux. Il est représenté par le nerf sciatique, le nerf le plus volumineux du corps humain, le nerf sciatique qui, une fois il pénètre dans le creux poplité, il se divise à un niveau différent, variable. Là, parfois au sommet, dès son entrée, il va se diviser en deux branches. Il va donner le nerf tibial qui va continuer son trajet. Il va passer derrière les vaisseaux. Et le nerf fibulaire commun qui se dirige en dehors, satellite du muscle, il va suivre le bord inférieur du muscle, de muscle biceps jusqu'à l'apex de la fibula. Donc, c'est l'élément le plus latéral. Donc, en arrière, on a le sciatique qui va donner le tibial qui va poursuivre son trajet, se placer derrière la veine et l'artère. Et en arrière et en latéral, c'est le nerf tibial, le nerf fibulaire commun. Et on a aussi, bien sûr, toujours le vague vasculaire nerveux, les lymphatiques qui sont en nombre de 4 à 6 étalonnés tout au long du trajet de l'artère poplitée. Alors, on a dit c'est l'artère principale du genou. Elle va donner des artères, surtout pour vasculariser le genou. Ils sont en nombre de 5. Elle va donner 2 artères, on les appelle les artères articulaires. Donc, on a 2 types de branches, artères articulaires les plus importantes et artères musculaires pour les muscles qui limitent le losange ou bien le creux poplité. Alors, on a les 2 artères articulaires supérieures, supéromédiales et supérolatérales, et les 2 artères articulaires inférieures, inféromédiales et inférolatérales. Les artères articulaires supérieures et inférieures, donc ils sont transversales et ils vont contourner le genou en haut et en bas. Donc les supérieures, ils vont contourner l'extrémité proximale, plutôt distale du fémur, alors que les inférieures, ils vont contourner le tibia, l'extrémité proximale du tibia, pour s'anastomoser en avant tout autour de la patella. La 5e artère articulaire, on l'appelle l'artère articulaire moyenne, elle se dirige directement, de trajet vertical, directement vers la face postérieure du genou. La face postérieure du genou. Alors que les rameaux musculaires, c'est pour les muscles qui limitent le losange, ça va donner des rameaux musculaires pour les ischio-jambiers, et des rameaux musculaires les plus volumineux, c'est les artères surales pour les muscles gastro-cnémiens. Les artères surales pour les muscles gastro-cnémiens, pour les 2 jumeaux, le 5 et le 12. Alors, pour les artères articulaires du genou, vont s'anastomoser. On va voir ça avec les artères de la jambe pour former le cercle articulaire du genou, artériel périarticulaire du genou, qui reçoit aussi les artères récurrentes qui proviennent des artères de la jambe. Avec le prochain cours.